Justicia, pour tout savoir sur les droits. Le respect de la présomption d'innocence constitue un principe cardinal de la procédure pénale. C'est dans cette optique que la Constitution dispose à son article 17 que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Lors de la commission de l'infraction, des intérêts à concilier entrent en ligne de compte. La défense de la société, dont le rétablissement de l'ordre troublé est recherché, et la protection de l'individu, auteur, coauteur ou complice de l'infraction, disposant des droits garantis par la loi au cours de toute la procédure judiciaire. La présomption d'innocence est le fil d'or qui doit éliminer la trame du droit criminel congolais. Ces principes sur lesquels repose l'ensemble de notre processus pénal est fondé sur la dignité humaine. Qu'en est-il de ces principes cardinaux? L'acte du jour. De par notre Constitution, la liberté est la règle. L'arrestation ou la détention d'une personne, ça doit être une exception. Et ça, c'est un principe constitutionnel. De deux, il y a la présomption d'innocence. Toute personne qui n'a pas été condamnée par un jugement définitif reste encore innocente. Et donc, si on a en vue ces deux principes, la conséquence est que on ne peut pas arrêter une personne de n'importe quelle manière. Et ici, je reviens sur le fait que pour que la personne soit arrêtée, il y a des conditions qui doivent être remplies. La première condition, il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. Les indices sérieux de culpabilité, c'est par exemple, on entre dans un local, on trouve qu'il y a une personne qui est morte et à côté de cette personne, on trouve une autre personne. Si on doit chercher qui est le coupable dans ces cas d'espèce, la première personne à être identifiée, c'est celle qu'on a trouvée à côté de la personne, même si la personne a été tuée par quelqu'un d'autre. Et donc, dans ce cas-là, il existe des indices sérieux de culpabilité. Quand on parle de la présomption d'innocence, il y a deux implications majeures. La première implication, c'est la liberté qui doit être garantie à la personne qui est accusée d'une infraction. Et la deuxième implication, c'est on garantit à cette personne le droit de se défendre. Et donc, par rapport à la liberté individuelle, donc on ne peut pas, en principe, porter atteinte au droit d'aller et de venir qui est garanti à toute personne. Bien évidemment, lorsque pour les besoins de l'administration de la justice, pour les besoins de la preuve, on peut arriver à priver de la liberté à la personne. Mais il faut tout de suite préciser que cela doit rester une exception parce que l'article 17 de la Constitution, complété par l'article 28 du Code de procédure pénale, reconnaissent que la liberté reste le principe et la détention en est l'exception. La présomption d'innocence, comme le nom l'indique, c'est une présomption, c'est une supposition. On suppose que la personne, quoi qu'interpellée, quoi qu'inculpée, il n'y a que le juge, il n'y a que le tribunal, il n'y a que la cour qui aura à dire un dernier mot sur sa culpabilité. Cette personne-là garde les prérogatives lui reconnues comme citoyen et sur lui, sur ce citoyen-là, ne peut être appliquée comme sanction aucune mesure le considérant comme ayant déjà été condamné. Lorsqu'on poursuit un citoyen, autant que l'OPJ, l'officier du ministère public, peut prendre des mesures liées à l'instruction, liées à l'enquête, cette personne-là, pour protéger
son intégrité physique, pour protéger son intégrité morale, cette personne-là est présumée innocente et il doit bénéficier de certaines garanties. Ne doit pas être tabassé, ne doit pas être battu, ne doit pas être traîné comme un malfrat. C'est vrai, il y a cette pratique de présentation de l'auteur présumé de l'infraction aux médias. Je dois avouer que c'est une pratique qui va à l'encontre de ces principes de présomption d'innocence parce que dans la pratique, bien évidemment, il y a ces problèmes. Là, vous êtes journaliste, vous avez quand même des obligations aussi professionnelles, des obligations légales, mais en même temps, vous avez vos droits, le droit d'informer, les droits de diffuser une information. Et il y a l'auteur présumé de l'infraction qui a le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Et donc, il y a une sorte de conflit entre les deux droits. Et donc, le droit d'informer pour le journaliste, il y a le droit d'être informé pour le public, et il y a également le droit pour la personne d'être présumée innocente. Mais sur le plan de droit de l'homme, sur le plan de droit garanti aux personnes poursuivies, une personne peut dire ne me filme pas. Parce que plusieurs fois on a arrêté les gens par erreur. On peut arriver à un endroit où on va arrêter les personnes qui prennent les autres en otage. Et on arrête ceux qui prennent les autres en otage. Et par erreur, on arrête aussi ceux qui étaient pris en otage. Alors que ceux qui étaient pris en otage étaient les victimes. C'est comme ça qu'en Europe, par exemple, en Occident, lorsqu'on doit présenter des personnes qui ont commis des infractions, on doit les présenter au public, on cache toujours la figure. C'est pour préserver l'intégrité morale des personnes poursuivies ou peut-être les personnes mises aux arrêts. Le principe de la présomption d'innocence est protégé et toute atteinte à ces principes doit être sanctionnée. Un journaliste qui se permet de filmer et de diffuser des informations sur un auteur présumé de l'infraction sans pour autant préciser le contexte, sans pour autant avoir l'autorisation, il pourrait être passible notamment des délits de presse. En droit congolais, le délit de presse, ça couvre plusieurs infractions. Il n'y a pas une seule infraction qualifiée de délit de presse. Et donc, le journaliste peut voir sa responsabilité engagée sur le plan professionnel, sur le plan civil, sur le plan pénal. Mais nous avons également les autorités judiciaires qui se permettent d'inviter les journalistes. Ils violent le principe. C'est des abus. Les gens ne sont pas suffisamment informés. Et en droit français, en droit belge, il y a quand même une évolution. Aujourd'hui, on parle au Congo de la réforme de la loi sur la presse. C'est aussi l'occasion de pouvoir insister, de pouvoir donner des possibilités aux personnes dont le principe de principe de présomption d'innocence a été violé, de pouvoir aller devant le juge et demander réparation. La présomption d'innocence ne se conçoit qu'en matière répressive. La présomption d'innocence ne se conçoit que lorsqu'on est poursuivi pour des infractions. Ce n'est pas que toute personne qui va devant la justice est présumée innocente. En matière civile, en matière sociale, en matière économique, la présomption d'innocence n'existe pas. La présomption d'innocence est conçue en matière des garanties des droits de la défense. La présomption d'innocence dure autant que durera le procès en route vers la décision définitive. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une décision définitive, un arrêt définitif ou un jugement définitif reconnaissant la culpabilité d'un citoyen, ce citoyen-là est présumé innocent. Même si un citoyen est condamné au premier degré, dès lors qu'il exerce son droit de recours, dans cette étape-là de l'exercice de droit de recours, il est présumé innocent. La présomption d'innocence cesse avec la condamnation définitive. La présomption d'innocence cesse avec l'acquittement. A contrario, au côté de la présomption d'innocence, il y a aussi la présomption de culpabilité. La présomption de culpabilité, c'est une appréciation personnelle du magistrat ou de l'OPJ consistant à considérer ce citoyen présumé innocent comme étant auteur des faits. C'est-à-dire que les deux notions, à un certain moment, se marient. Dès lors que la liberté est la règle et la détention est une exception. Et lorsque
le magistrat estime qu'il faut détenir un citoyen qui jouit des privilèges, qui jouit des droits à la présomption d'innocence, au cours de cette détention-là, au cours de cette interpellation, au cours de cette prévention-là, il faut que le magistrat ou l'inspecteur observe les règles de garantie reconnues à la personne présumée innocente. Le problème ne se situe pas dans les chefs des magistrats. Parce que les magistrats, il est censé connaître la loi. Parce qu'il aide à l'application de la loi. Et en tant que tel, à part la mauvaise foi de certains magistrats, un magistrat, de par sa formation, de par son expérience, est censé connaître la loi. Mais je me dis, si toute personne était considérée innocente, en vertu de quoi le magistrat du parquet, qui reçoit seulement la plainte, on va ouvrir d'abord un dossier RMP et on va faire un mandat de comparution dans lequel on dit « Messieurs, venez répondre des faits infractionnels vous imputés ». Je note à ce sujet que le principe reste la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit établie. Mais ce principe ne peut pas permettre l'exercice de l'action du parquet. Parce que le parquet ne peut pas interpeller une personne qui est déjà innocente. Ce qui me laisse croire qu'au niveau du parquet, on parle des informations qu'on reçoit et on présume que ces informations relèvent d'une vérité qu'on doit vérifier dans les chefs du prévenu. Cette affirmation n'engage que ma personne. Je suis tenté de considérer qu'au niveau du parquet, l'instruction se mène avec une présomption de culpabilité. Parce que le magistrat du parquet décernant les actes, c'est lorsqu'il constate que les faits qu'on a mis à charge de l'inculpé ne sont pas établis, qu'il instruira à décharge. Vous attendez parler dire les magistrats instruisent à charge et à décharge. En ce moment-là, il dit non, les faits ne sont pas vérifiés. Eh bien, écoutez, je libère. Sinon, pourquoi la loi aurait autorisé que la personne qui n'a pas encore comparu, qu'on la fasse comparaître par mandat d'amener? Or, le mandat d'amener, c'est un acte de contrainte. Donc, je suis d'avis que le principe est que, tout en considérant le principe général qui reste la présomption d'innocence à toute étape des procédures, mais si le magistrat considère cela, il ne pourra pas inviter la partie à venir se justifier des faits infractionnels qui ont été dénoncés. Parce qu'à ce stade, il n'aura reçu que la comparution d'une seule personne. Mais à tout le moins, l'inculpé qui vient sera traité comme une personne innocente tant qu'on n'aura pas démontré qu'elle est coupable. Et même condamné au premier degré, la personne bénéficie de la présomption d'innocence. On suppose qu'elle est présumée innocente, donc elle n'a pas commis cette infraction jusqu'à ce que nous aurons prouvé qu'effectivement, par décision coulée en force des choses jugées, que cette personne est coupable. Cela a permis quand même que le nom des parties poursuivies au cours de l'audience change. Nous avons au niveau de l'officier de police judiciaire un auteur présumé coupable. Un auteur présumé coupable. Au niveau de l'instruction préparatoire, on parle d'un inculpé, une personne à charge de laquelle on met la culpabilité, in culpa. Au niveau du tribunal, on parle d'un prévenu. Et lorsqu'il est condamné, on parle maintenant d'un condamné. Et c'est le condamné là qui perd le bénéfice de la présomption d'innocence parce qu'au moins sa culpabilité est établie, encore qu'il s'agisse d'une décision définitive. L'état des droits, il faut les situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'état des droits sur papier. Et le deuxième niveau, c'est l'état des droits, n'est-ce pas, sur la pratique en termes de protection et de la promotion, n'est-ce pas, de la primauté du droit pour les citoyens. Donc, il faut que nous puissions quitter cet état de droit sur papier pour aller sur l'état de droit pratique. On dit souvent que les ONG des droits de l'homme, particulièrement, font des déclarations incendiaires. Non, je dois vous dire que l'ASADO, par exemple, mon organisation, apporte une assistance judiciaire gratuite à des personnes, pas seulement les politiciens ou les journalistes, même à de petits citoyens qui s'adressent à notre organisation. Nous mettons des avocats à leur disposition pour les défendre. Donc ça, c'est en termes de solutions, on apporte cet appui. Et le seul conseil que je peux donner à la population par rapport
à de telles questions, c'est de se référer à un avocat. Quand vous êtes arrêté, quand votre parent est arrêté, vous vous référez à un avocat. Je sais que là, les problèmes se posent en termes d'argent parce que notre population est pauvre. Ils peuvent aussi se référer à une ONG des droits de l'homme, à une ONG des droits de l'homme pour demander des conseils. Dans tel cas, nous avons un frère ou une sœur qui est arrêté. Comment on doit faire? Justicia, pour tout savoir sur les droits.